OK. Ça fait drôle de partir de même, résumé 35 ans. Quand je fais un journal, c'est pas si pire, mais là, c'était résumé. On est le 13 février présentement. Un peu de collaboration. Salut tout le monde, on est le 13 février et avant qu'on aille plus loin, je veux juste que vous sachiez que c'est un chien entier. Oui, exact, merci. Avant qu'on pense que je traîne un tronc de chien comme décor. Et non, je suis content de vous parler aujourd'hui parce que le 13 février, c'est une journée très spéciale pour moi. C'est mon anniversaire d'humour. 35 ans aujourd'hui. Fucking 35 ans, man. Juste le dire, ça, moi-même, on dirait que ça, pas que ça me rentre pas dans la tête, mais... Et c'est drôle parce que quand tu commences ce métier-là, très naïvement, moi j'ai commencé, j'avais 19 ans, là, je veux dire, tu rêves de mille et une choses. Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait un show à télé, dont j'oublie le nom, mais que c'était comme l'émergence des nouveaux stand-up à travers plein d'affaires. Ça se passait à Los Angeles, puis moi, dans ma tête, c'était déjà réglé. Ah, voici le but ultime, t'sais. Et quand je regarde où je suis rendu 35 ans plus tard, tu fais comme, tu sais, tes rêves sont accomplis, mais le chemin est différent. C'est aussi ça la beauté de la vie, tu sais. Et si on retourne au 13 février, puis évidemment, bon, je m'en souviens parce que de un, c'est la veille de la Saint-Valentin. Puis anyway, j'aurais pas oublié mon premier soir, première fois que je monte sur scène. Moi, j'étais placier à Rumors Restaurant et Comedy Club à Winnipeg. Ça faisait presque un an. C'est drôle parce que je revenais de Montréal. J'étais venu passer un 6 mois à Montréal entre le secondaire et l'université. Parce que dans l'Ouest canadien, il n'y a pas de cégep. Comme ça décourage pas personne d'abandonner l'école, puis... non, je sais pas. Mais moi, j'étais descendu à Montréal passer 6 mois aussi avant de rentrer à l'université. Et quand je suis revenu, je me suis pris un appart. Je suis pas retourné chez ma mère et ma soeur. Et puis je me souviens, je n'oublierai jamais ça, c'était un samedi matin. Ma mère m'avait appelé parce qu'elle avait vu une annonce dans le Winnipeg Free Press qui disait qu'il cherchait justement un serveur, boss boy, placier à Rumors Restaurant et Comedy Club. Puis elle dit « Hey! » Puis ma mère savait que je voulais faire de l'humour, ça faisait quand même longtemps que j'en parlais. Elle disait « C'est peut-être une porte d'entrée, tu pourrais commencer là, puis on sait jamais ce qui est arrivé. » Fait que je dois ma carrière à ma mère. Merci maman, je t'aime. Et je me souviens encore d'aller passer l'entrevue. Brent était le gérant qui m'avait interviewé, puis ça avait cliqué tout de suite. J'étais devenu donc placier. Puis c'est drôle parce que tu avais le restaurant en haut, tu avais le Comedy Club en bas. Puis moi, à chaque fois, je disais toujours, je peux-tu. Plus souvent je vais être en bas, plus je vais être heureux, puis tout ça. Fait que, et plus ça avançait dans le temps, plus c'est ça qui arrivait aussi. T'sais. Et je me souviens, c'était. Quand j'étais en bas, c'est un petit club qui était. Je pense que c'était 280 places, si je me trompe pas. Et un petit stage, sans niaiser, là. Fait 2 fois la table à café, là, puis c'est pas mal ça. Puis la même hauteur, sans exagération, c'est ça le stage. Et quand t'étais en bas, quand t'étais placé en bas, ta job, c'était, quand t'arrivais, de passer l'aspirateur, puis de placer tous les chaises pour que ça soit propre. Puis je me souviens, moi, je montais sur le stage quand il y avait personne, t'sais, puis je regardais ça. C'était 280 places, moi, c'était un stade. Je capotais, je pouvais pas croire que les gars avaient le courage de monter sur scène, de être capable d'une façon aussi, je sais pas, tu sais, pas easygoing, c'est quoi le mot que je cherche, mais tu sais, en confiance, sans souci, comme des bêtes de cirque, du cirque Maxime à Rome, je veux dire, ça me fascinait. Puis je me souviens en plus, le propriétaire il avait comme dessiné, il avait fait faire les dessins des grands noms qui étaient passés, fait que t'avais Louis Anderson, Seinfeld. En fait, Seinfeld avait même commencé en haut. Ça, c'est fucking assez magique, je dois le préciser, mais Seinfeld avait commencé dans le temps qu'il n'y avait même pas le sous-sol. Tu avais juste le restaurant. Puis dans le coin du restaurant, des fois, il faisait des soirées d'humour devant la fenêtre, Chris. Fait que t'as Jerry Seinfeld qui a joué devant une fenêtre de parking à Winnipeg. Puis toutes les photos de leur premier 8 par 10 qu'on appelle étaient encore sur le mur. T'avais Brad Garrett qui mesurait 6 pieds 7, 6 pieds 9. Richard Belzer, c'est comme, tu sais, je pourrais en nommer encore. Emo Phillips. Fait que... et c'était ça le but. Je le dis ouvertement, mais pas trop, tu sais. Puis tu sais, je veux dire, il y avait un bel esprit de famille entre le propriétaire, Ross Romberg, qui habitait à Toronto, mais qui faisait des allers-retours, le staff, tu sais, les gérants, puis tout. Puis Ross, je me souviens, un moment donné, m'avait dit « Tu veux devenir humoriste? Parfait. » Pendant que je passais à l'aspirateur, un moment donné, il est arrivé, puis je dis « Hey, salut, qu'est-ce que tu fais ici? » Il dit « Tu passes une audition. » Je dis « De quoi tu parles? » Il dit « Monte sur scène, fais-moi rire. » Je fais « Chris, man, j'ai rien de préparé. » Il dit « OK, tu veux devenir humoriste, t'as rien de préparé? »
Déjà, première belle leçon que, tu sais, tant qu'à devenir humoriste, peut-être pas une mauvaise idée d'avoir quelque chose de prêt, calé, c'est tu sais, fait que... Et, mais j'avais improvisé des affaires, je m'étais amusé à me pitcher des sujets, puis tu sais, puis... Et là, il avait commencé à me dire, regarde, ce que tu vas faire, c'est que tu vas moins monter sur scène, puis au début du show, tu vas juste souhaiter la bienvenue, tu sais, dire un peu les règlements, tu sais, de blablabla, par rapport au staff, par rapport à ci, puis tu sais, après ça, tu présenteras le MC, l'animateur. Je fais, OK. Puis là, faut pas oublier que pour moi, c'est un grand pas, parce que j'en ai souvent parlé en entrevue, mais je le répète, puis c'est pas des farces. Moi, j'étais excessivement gêné, là. Moi, j'ai déjà eu des rendez-vous de dentiste ou de médecin où, quand il y avait trop de monde en salle d'attente, je partais. Parce que j'étais gêné d'entendre mon nom puis de marcher devant tout le monde. Dis le gars qui voulait devenir fucking humoriste, man. Et donc, juste de faire ça, puis je l'ai dit, c'était déjà, tu sais... mais c'est long parce que j'ai jamais compris pourquoi. Même si, tu sais, j'étais sur scène 75 secondes à peu près, là, tu sais. Puis il y avait toujours quelque chose qui se passait entre du moment où j'étais en bas puis que je montais les 2 marches puis que j'arrivais sur ce petit stage-là où il y avait une métamorphose. Et arrive le fameux 13 février 89. Il y avait 2 animateurs en rotation. Il y avait un gars qui s'appelait Jay Moore et il y avait aussi... Scott. Comment il s'appelait? Non, ça va me fatiguer. Ça va me revenir à un moment donné, mais bon. Et là, ça donnait qu'il y en a un des deux qui était en tournée aux États-Unis, et l'autre, il y a un club à Winnipeg qui venait d'ouvrir, le Comedy Oasis, et qui était venu, évidemment, voler le talent local, puis il payait plus. Fait qu'au lieu de 25$ par show, lui, il offrait 30. En 89, c'est du leverage en tabarnak, ça, 5$ de plus. T'sais. Fait que... Kevin avait appelé... C'est pas Jay Moore, c'est le comédien, c'était Kevin Moore. Puis Kevin avait appelé... Et Greg Scott, bon, c'est revenu. Déjà, je sentais les haches baisser un peu, puis... ma tête qui se calme. Greg Scott puis Kevin Moore. Puis Kevin avait appelé pendant que Greg était à l'extérieur de la ville parce que lui, il commençait à travailler au Comedy Oasis, puis il avait dit au propriétaire, si tu me payes pas plus, je me présente pas. Puis le propriétaire a fait, fuck you, mange la marde, c'est correct. Fait que moi, à 2h l'après-midi, j'ai reçu un appel de Ross qui m'a dit, hey, devine quoi, le grand? À ce soir, tu montes, t'animes. Il dit, garde, mets-toi pas trop de pression, si tu peux faire un 10 minutes, ça va être parfait. 10 minutes, hey! T'sais, chaque humoriste qui se respecte, bon, techniquement, j'étais pas un humoriste, fait que déjà, en ma défense, mais t'as un cahier de notes, où est-ce que tu partages tes idées, puis tu punches. Moi, j'avais des napkins, des bouts de papier déchirés, c'était n'importe quoi, là. J'étais zéro prêt à ce qui s'en venait, là. T'sais, j'ai tout ramassé, ce qui traînait. Puis quand je vous parle de ce petit bout de papier puis de napkin, je vous niaise même pas, t'sais. Et j'ai commencé à écrire sur une feuille qui pouvait, t'sais... Je peux même pas exprimer la nervosité de ce soir-là. Je pense que dans tout ce que j'ai fait depuis, que ce soit les galas, mes premiers galas juste pour rire, la fois que j'ai fait le Forum de Montréal, l'ancêtre du Centre Bell avec Jean-Marc Parent, ça se compare même pas. J'étais pétrifié. J'avais le support du staff, puis c'était comme j'ai dit, c'était quand même beau comme moment. Mais on m'a présenté, j'ai fait mon 10 minutes, ça a été... un hostie de désastre. Man, je me suis fait huer 3 fois en 10 minutes. Faut le faire en crise, là. Et la façon que ça fonctionnait là-bas, c'est qu'il y avait des shows du lundi au samedi, avec 2 le vendredi et le samedi. Fait que t'avais 8 shows pour la semaine. Puis, la plupart des clubs, t'as comme un animateur, ce qu'ils appelaient un middle, quelqu'un entre les deux, puis le headliner, la tête d'affiche. Mais là, à Rumor, c'était juste l'animateur qui faisait 20-25, puis le headliner qui faisait 1 heure complète. Et je me souviens, Eddie Valdez, qui s'appelait. Et moi, je l'avais déjà vu, c'est la deuxième fois qu'il revenait. Je l'avais vu dans le temps que j'étais juste placier, puis on avait quand même cliqué. Parce que moi, quand j'étais placier, j'étais aussi souvent la référence, leur première référence, parce que pendant que le show et que l'animateur était là, moi, j'étais à côté à la table à l'entrée, puis les headliners venaient s'accoter. D'ailleurs, j'ai une de mes anecdotes préférées, puis je ne me tente pas de la raconter, c'est... Moi, j'ai déjà vu Jon Stewart. Pour ceux qui ne connaissent pas Jon Stewart, c'est une... Je ne sais même pas comment dire ça, c'est une des têtes qui serait sur le mont Rushmore de l'humour, là, je veux dire. Il a été animateur du Daily Show pendant je ne sais pas combien de temps, mais si je commence à faire... Anyway, c'est une nasty d'icône, c'est le mot que je cherche depuis tantôt. Et fait que j'étais à côté à ma table, et Jon Stewart arrive pendant que l'animateur est là, et Jon se présente, il me serre la main. « Hey man, how you doing? Puis, et là, il me dit...
Man, I'm fucking nervous. Tu commences ça, t'es nerveux. Il dit, man, j'ai jamais fait 60 minutes de ma vie. Je suis même pas sûr que j'ai 60 minutes. Tu sais, aux États-Unis, quand t'as de line, c'est 40-45 parce que sont trop au lieu d'être juste 2. S'il capote, I know what I'm gonna do. T'sais. Puis ce soir-là, j'ai vu un maître se découvrir lui-même sur scène. C'était tellement beau à voir. Puis je me souviens, j'y avais dit que moi aussi, je voulais être humoriste. Puis il dit, ah, man, si t'as des choses écrites, ça te tente de me lire, ça va me faire plaisir. T'sais. Et je me souviens, quelques jours plus tard, j'ai lu ce que j'avais écrit. Puis il était lendemain de veille avant le show. Les boys étaient sortis. Moi, j'étais resté tranquille. À l'époque, j'étais un bon petit gars. Je fumais pas en club, je fumais pas de batte. Je commençais à peine à boire. Je buvais des brown cow. C'est un des serveurs, lui et son mari. Un des rares couples gays qui étaient déjà mariés, même en 89. Oublie, regarde, quand tu dis s'assumer, puis c'était comme genre, c'était du Kahlua avec du lait. C'était ça mon côté wild en 89. Je bois des fucking brown cow, man. On s'entend dessus qu'on est loin, de... Anyway. Et je lis mes gags à Jon Stewart, puis il me fait... C'est pas drôle, tabarnak, c'est tellement prévisible. Asti, man, t'as du chemin à faire, puis il est parti. Asti, man, ça m'a complètement, je m'étais effondré. Et note à Matt et Max qui sont à côté de moi pendant que je vous parle, il faut que je rappelle Jon Stewart plus tard, mais anyway. Parce qu'il y a une belle conclusion à cette histoire-là qui est arrivée des années plus tard. Mais j'en reviens donc au premier soir et c'est tellement horrible comme 10 minutes que Eddie dit au propriétaire, s'il n'est pas meilleur d'ici mercredi, tu me trouves quelqu'un d'autre. Et là, je le sais. On me l'a dit, là. On l'a pas sugar-coaté, je ne sais pas comment traduire ça, là, mais... Et là, je me souviens... Et là, l'orgueil embarque aussi, je veux dire, tu le sais, tu le crois, quand dans toi, t'es drôle, Fait que ce soir-là, je suis rentré à la maison, j'ai commencé à écrire, puis le lendemain, c'est le 14 février, fait que, ça a été gag de couple, gag de Saint-Valentin, let's go. Et déjà, le lendemain, ça se passe bien. Et tout ça pour dire que, je veux dire, non seulement j'ai fini la semaine, mais j'ai été animateur à Rumors pendant 10 mois straight, tous les soirs. Les 2 autres sont jamais revenus. Ironiquement, je suis parti de Rumors pour aller au Comedy Oasis pour le 5$ de plus éventuellement. J'exagère, c'était plus que 5$, mais pour ensuite revenir, la queue entre les jambes à Rumors un moment donné. Mais écoute, petit but de saga de show business. Mais à travers ça, voici comment que le côté francophone est embarqué. Parce que moi, j'ai eu la chance, quand j'étais à Rumors, d'avoir fait la première partie de, justement, John. J'ai pas fait la première partie de John à Winnipeg, plus tard, mais j'ai rencontré John, j'ai fait la première partie de Chris Rock, Dennis Leary, Ray Romano. La liste, elle est très, très, très longue. Puis des gars qui sont pas forcément devenus connus pour le public, mais sont devenus genre Eddie Brill, qui est devenu chef scripteur pour Letterman pendant quasiment 15 ans. Écoute, je pourrais... Anyway, c'était assez impressionnant. Il y a un gars qui s'appelait Charles Zucker, qui est devenu un énorme producteur télé. Gars, c'est hallucinant. Puis les gars, c'était le fun parce que les gars prenaient le temps. T'sais, comme j'ai dit, j'étais souvent leur référence. Fait que c'était souvent après le show, c'est genre, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu qu'on aille prendre une bière? Fait que moi, je les sortais dans Winnipeg. Puis pendant qu'on était assis, puis justement, ils me donnaient des conseils gratuitement. Jeff Stilson, qui est devenu aussi, lui, après Eddie, un des chefs auteurs de Letterman, m'a écrit des conseils. Il m'avait écrit 4 pages de conseils. Je l'ai encore dans mes affaires, cette feuille-là. Et... fait que, tu sais, pour moi, Chris, tu veux pas avoir meilleure école que ça. Puis, dans ma tête, j'étais rendu au stade où, tu sais, j'ai 19 ans, j'ai pas envie de rester à Winnipeg jusqu'à 30 ans. Puis vers la fin, je commence à me faire dire par les têtes d'affiche, OK, t'es pas mal prêt, man. Si tu viens à New York, si tu viens à Los Angeles, on parlait beaucoup de Chicago aussi. T'as de quoi? T'as un 10-15 minutes, c'est tout ce que t'as de besoin. T'as un esti bon 10-15 minutes, t'es capable de faire tous les clubs, puis après ça, tu mettras de la viande autour de ton 10-15, mais t'es correct, t'es prêt, man. Et il dit, non seulement c'était la qualité du matériel, mais les autres étaient souvent impressionnés par la prestance sur scène. Il dit, Chris, je me souviens des gars qui me disaient, fait combien de temps tu fais ça? Je fais, man, je fais 3 mois. Il dit, de quoi tu parles, tabarnak? Il dit, j'étais sûr que ça faisait comme 3-4 ans. Je fais, non. Surtout qu'après 3-4 ans, si j'étais encore au Winnipeg, c'est pas une bonne nouvelle, mais ça, c'est un autre sujet. Mais joke à part, c'est... Et je ne sais pas, comme j'ai dit, je partais du gars gêné, je devenais le gars que vous connaissez, Maxime Martin, confiant, borderline, pas arrogant, mais quasiment. T'sais. Puis dès que je redescendais les escaliers, je redonnais le gars tranquille.
Quand je vous disais tantôt que j'étais gêné, je ne niaise même pas parce que ma mère était venue me voir en show. Mais quand je disais ça à ma famille au Québec, que j'avais commencé à faire de l'humour, personne ne me croyait. Tout le monde pensait que je les niaisais. Tout le monde pensait que c'était un style de niaiserie. Fait que... Et je me suis un moment donné... quelqu'un m'avait même dit, pourquoi tu pars de Winnipeg, tu fais pas un petit bout à Minneapolis. C'est une belle scène à l'époque. On parle des années 80-90. Il y a 6 clubs. T'as pas de pression. C'est pas loin de chez vous. Je vais donner des connexions, man. Blablabla. Après ça, tu peux faire Chicago ou directement New York, tu verras bien. Puis c'est drôle parce qu'en même temps, les Jets de Winnipeg avaient repêché un gardien qui s'appelait, il s'appelle toujours, j'imagine, Daniel Berthiaume. Et il était venu m'emmener, moi je l'avais vu jouer, mais il était venu m'emmener avec sa blonde à Rumors pendant que j'animais. Puis c'est drôle parce qu'on me présentait comme From Montreal, même si j'habitais à Winnipeg depuis 6 ans. C'est comme d'un coup, ça rajoutait quelque chose d'exotique, ce qui est quand même ironique parce que quand je suis arrivé au Québec, quelques années plus tard, on me présentait comme étant de Winnipeg. Parce que ça aussi, c'était super exotique. Fait que je débarque de scène, je m'en vais en avant. Parce qu'au début, je plaçais les gens et j'allais faire le show. Puis après ça, je revenais à ma table en arrière. Même que les premiers mois, parce que j'étais placé, j'avais un veston puis une cravate. Moi, j'ai commencé en humour habillé comme Seinfeld, man. C'était assez. Puis... Et là... Daniel arrive en arrière, puis il fait Tabarnak, t'es de Montréal? Hey, man, je sais t'es qui, man. Puis on est devenu chum à partir de ce moment-là. Puis là, je suis dans mon espèce de qu'est-ce qui se passe? On est rendu au printemps, qu'est-ce que je fais? C'est quoi la prochaine étape? Il n'y avait rien qui pressait, mais ça a commencé à germer dans ma tête. Puis Daniel se fait échanger, devenez où? Au North Stars du Minnesota. Et je parle à Dan, je dis, Chris, on me dit beaucoup, il dit, mais man, on est mort de rire, viens-t'en chez nous, man, écoute, tu resteras dans l'appart, moi je suis parti la moitié de l'année, je te chargerai rien, man, le temps que, viens-t'en, tu fais comme, OK, il y a un plan, tu sais. Et un soir, avant de partir faire mon show, je suis en train de souper, puis je suis en train d'écouter des reprises de Lance et Compte, parce qu'à l'époque, à Winnipeg, tu avais une chaîne francophone, c'était Radio-Canada, évidemment, c'était à travers le pays. T'sais, maintenant, tu as les TVA de ce monde, les Novos, même les chaînes spécialisées sont en travers. Mais à l'époque, tu avais Radio-Can, that's it. Et donc, il y a des reprises de Lancer Compte. Et je me souviens juste d'enregistrer la fin, parce que je pense que c'est l'épisode où ils montraient, on voyait les scènes de Macha Grenon. Fait que je dois ma carrière au Québec aux scènes de Macha Grenon, parce que voici ce qui est arrivé. J'étais allé faire le show, puis en revenant, puis j'avais toujours la même tradition, j'arrêtais au 7-Eleven me chercher un hoagie. Je veux même pas savoir ce qu'il y avait dedans. Je veux dire, la composition chimique juste de ce sandwich-là doit être pire que toute la coke que j'ai consommée pendant... Non, mais c'est ridicule. Et je réécoute la fin de Lancer Compte, puis il passe une annonce. Et c'est marqué telle date, je pense que c'était avril, au rendez-vous. Rendez-vous, c'était le centre social, l'espèce de bar, salle de spectacle, centre social de Saint-Boniface, le quartier francophone de Winnipeg. Moi, j'habitais avec les blocs. Moi, tout était en anglais. Mon école était en anglais, mais mes chums étaient en anglais. Je jouais au hockey, au baseball avec les blocs. Puis dis-le, parce que quand on jouait contre Saint-Boniface, eux autres, leur fun, c'était de nous insulter en français, en sachant qu'on comprenait pas. Fait que des fois, quand on jouait contre Saint-Boniface, quelqu'un me plaquait, disait « Ah, si tu vas donc chier, mon esti de bloc, je vais être mangeons de la merde, toi, tabarnak. » Il y avait toujours cette espèce de réaction-là. Fait que, j'avais pas vraiment de connexion avec la communauté francophone. Puis je fais comme « Ah, Chris, man, all right, le rendez-vous. » Et c'était les auditions pour le festival Juste pour rire. C'est la première fois qu'il y avait des auditions dehors du Québec. Les années d'avant, il y avait eu, dans les 9 ou 10, il a fait 9, 10 ou 11 régions, en tout cas, peu importe. Puis là, il débordait, s'en allait au Nouveau-Brunswick et à Saint-Boniface. Destin, Chris. Et par pur hasard, en même temps que tout ça arrive, les premiers galas Juste pour rire passent à la TV, sont à Radio-Can forcément, et je vois Anthony Cavana. Du haut de ses 19 ans, faire son premier gala, j'ai fait « All right, man. » C'est lui qui l'a fait, « I'm next, man. » Mais c'est ça. En fait, ça m'avait convaincu parce que je me dis, il y a mon âge. Fait que quand tu vois quelqu'un à laquelle tu peux t'identifier, te dire « OK, s'il lui a réussi, ça motive, tu sais. » Fait que je m'inscris aux auditions. C'est François Mascotte qui animait. Et je suis le seul stand-up. C'est tous des personnages. Et les gens sont quand même d'un calibre pas pire, puis sans prétention, je détruis tout. Si je gagne pas, on se demande pourquoi. Et même Mascotte m'en parle, elle dit, regarde, je serais bien surpris. Mais j'essaie de, quand même,
de pas m'emballer, parce que je veux dire, parce que une fois que c'était fini, le jury allait délibérer, puis François faisait genre un 20-30 minutes en attendant que le jury revienne pour annoncer le gagnant. Et comme de fait, j'ai gagné, mais j'ai su après que j'ai failli perdre parce que les autres trouvaient pas ça original du stand-up. J'ai failli perdre à quelqu'un qui faisait un personnage parce que justement, c'était la grosse mode des personnages, là, fait que... Mais à un moment donné, c'est Gisèle Barry qui, pendant très longtemps, travaillait juste pour elle, qui a fait écrire son variété de niaiser, là, je veux dire, l'humour reste quand même, les rires au rendez-vous, puis c'est exactement ce qui est arrivé. C'est à lui que ça a le plus ri, fait qu'on arrête de niaiser, puis c'est lui qu'on envoie à Montréal pour les finales. Et je me souviens parce que les finales, c'était au Club Soda, l'ancien Club Soda. Et c'était la veille de la fête des mères. Je me souviens encore de ça. On m'avait installé au Delta, sur Sherbrooke, au coin de Hutchison. Et évidemment, hyper nerveux. Et j'arrive au Club Soda l'après-midi. On était là quand même assez tôt, parce qu'ils nous expliquaient les règlements. Puis il y avait du monde de partout, fait que tout le monde se checkait. Mario Jean était là. François Morancy était là. Y a-t-il d'autres monde qui était connu, qui est devenu connu? Non, il y avait juste nous trois. Puis tout le monde disait que le favori, c'était le gars de Montréal, qui était supposé d'être super fort. Et juste parenthèse, c'est drôle parce que, je sais pas pourquoi, mais Québec avait 2 représentants. Montréal avait juste un représentant, puis Québec en avait eu 2, puis c'était Mario Jean et François Morancy. Et celui qui avait fini 3e, c'était Jean-Michel Anctil. Les deux avaient battu Anctil. Fait et donc, le show est à 8h, puis tu sais, bon, Chris, tout le monde va manger à gauche, pas à droite, là, tu sais. Il y a comme des petits clans qui se forment, puis... moi, j'ai toujours été un tripeux de The Box depuis que je suis le groupe Montréal de The Box. Et The Box avait écrit une des tunes du Festival Juste pour rire, qu'on peut encore entendre. T'as la version, évidemment, de Serge Fiori, mais t'avais aussi la version de The Box. Et je l'écoutais, mon Walkman jaune, Sportsman, je l'écoutais en boucle. Moi, je pensais que personne l'entendait, sans là que j'ai pété aux oreilles avec tout le monde capotait. Sérieusement, j'ai dû l'écouter sans niaiser au moins 2 heures en boucle. Puis, tu sais, tout le monde faisait les 100 pas, on répétait, c'était... encore une fois, man, c'est un hit à Montréal, je flotte, mais tu sais, j'avais passé quand même dans le milieu. Il restait bien du monde après moi, entre autres le gars de Montréal, que tout le monde attendait, on s'est tous mis à le regarder, puis il crisse que ça n'a pas bien été, lui. Même qu'à un moment donné, il faisait le fameux cliché là, où tu fais les doigts pour dire aux gens d'applaudir, puis c'est comme, on s'est tous regardé genre, en tout cas, on sait pas c'est qui, mais ça sera pas lui. Il arrive la délibération et il y avait 2 gagnants cette soirée. En fait, il y avait 2 gagnants pour la récompense. On avait 2500 $, un cachet de 2500 $ plus une participation au Festival Juste pour rire. Et le premier qu'on a annoncé, c'est François Morancy, et le deuxième, c'était moi. Fait que c'était le début. Et c'est drôle parce qu'avant de repartir à Winnipeg, il y avait des soirées d'humour, entre autres au Café du Palais à Sherbrooke. Des marches qu'on appelait. Il y en a peut-être qui m'écoutent présentement, ça nous rappelle-tu de bons souvenirs, c'était tellement extraordinaire comme endroit. Et je me souviens parce que François Mascotte animait ces soirées-là, puis j'étais descendu avec François, puis il y avait d'autres mondes sur le show, je ne sais plus qui exactement, mais parce que je me souviens de ce moment-là parce que François avait reçu un appel au bar parce que personne n'avait de cellulaire. Et il avait appris qu'il faisait son premier gala Juste pour rire aussi. Et ironiquement, pendant qu'on était tous les deux ensemble, ce premier festival Juste pour rire à laquelle j'ai participé en 90, c'est 90 ou 91? Non, 90, c'est ça. Il y avait seulement 2 stand-up. François et moi. Tu sais, t'avais du monde comme Lemay qui faisait du stand-up, mais qui était reconnu pour l'oncle Georges, évidemment, puis tu sais, Ronnie, puis tout ça. Tu sais, Courtemanche avait fait un numéro de stand-up, mais on sait pourquoi que Michel était reconnu, fait que tu sais... Mais tu sais, des stand-up, là, qui a jamais eu une petite perruque sur leur tête, il y en avait 2, c'était moi puis François. Ce qui est quand même ironique, parce que je pense que même pas 3 ans plus tard, c'était 90% stand-up, il y avait presque plus de personnages. C'était une bonne chose que ça finisse, ça, mais bon, ça, c'est mon opinion à moi, là, tu sais, là, mais... Et après ça, je suis monté à Winnipeg faire mes boîtes pour faire mon premier grand move et déménager à Montréal. Et c'est drôle parce que quand je suis arrivé, je me suis pris un appartement avec un de mes bons chums. Mes meilleurs chums habitaient à Montréal. Fred Lagarde. Et on avait pris un appartement au Colisée, une espèce de building ovale au coin de Sherbrooke et Sainte-Famille. Et puis j'avais commencé à faire... comme j'avais quand même un background anglophone. Puis en français, tu sais, on avait les lundis Juste pour rire.
T'en avais à Québec, mais tu sais, c'était très dur de jouer régulièrement, là, tu sais, je veux dire, c'était pas comme aujourd'hui où il y avait, tu sais, juste à Montréal, je pense qu'il y a 50 soirées d'humour, c'était très sporadique, c'était très espacé, puis une fois que t'avais fait les lundis juste pour rire, t'étais pas ramené la semaine d'après, là, tu sais, fait que... Mais il y avait un club anglophone qui s'appelait le Comedy Works. Ça va, bébé chien? Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il y avait deux clubs anglophones. Il y avait le Comedy Nest et le Comedy Works, mais moi, je sais pas pourquoi ça a donné de même. C'est au Comedy Works que j'ai appelé, puis qu'on m'a dit, je dis, j'aimerais ça, tu sais, venez faire un tour, je peux-tu, blablabla. Ils ont fait, ben oui, viens faire un petit 5-7 minutes, on va voir ce que tu es capable de faire. Viens un samedi soir. Puis je me souviens, en rentrant, il y a... juste comme je suis arrivé devant le doorman / placier, ce que j'avais déjà été, il y a un gars qui coupe devant moi, un black qui s'appelle Alistair McAllister, puis je me souviens, j'oubliais jamais, il dit « Who's this fucking Max Martin cat? » Puis juste derrière, fait que je le tape sur l'épaule, je dis, je sais pas comment dire ça, mais « I am Max Martin. » Et ce soir-là, pendant 7 minutes, ça a super bien été. Et... puis les gars m'ont vu, fait que j'ai comme été accepté par la meute des jeunes humoristes. On avait tous le même âge, on était tous entre 20 et 22, mais tu sais, avec toute l'innocence et l'arrogance qu'elle a avec, puis s'il y avait quelque chose qu'on savait déjà d'avance qui était clair, c'est qu'on allait dominer la Terre, t'sais. Et c'est drôle parce que les premières années, j'étais au Comedy Works presque tous les soirs. J'étais pauvre, je prenais même pas le métro. Je voulais sauver le 2 piastres pour boire de la bière. Fait que je partais du Colisée, man. Je commençais déjà à caler, mais je voulais pas mettre de sucre parce que je voulais pas me refaire les cheveux là-bas. Puis j'avais des jeans troués. Fait que tout écrit, je faisais moins 60, avant les changements climatiques. Là, on avait des moins 60. Là. J'exagère, mais il faisait frais en crise avec mes trous, pas de sucre, pas de gants, man. Puis, mais c'était... Man, je suis pas nostalgique de grand-chose dans ma vie, mais cette période-là, oui. T'sais, même quand on jouait pas, on allait là juste pour voir les autres qui avaient écrit du nouveau stock. Puis on s'amusait à se comparer, mais la compétition était saine, parce que même après le show, et là, j'ai commencé à fumer des battes. En fait, souvent, on montait, notre trip, c'était de monter sur le toit du Comedy Works, puis aller fumer des battes là pour pas se faire pogner par Jimbo ou John, les deux propriétaires. T'sais. Ils le savaient, mais bon. Puis, ils faisaient semblant de nous chicaner. T'sais. Puis, j'oublierai jamais cette image-là d'être sur le toit, puis de regarder les buildings en plein centre-ville de Montréal, parce que c'était au coin de Bishop puis de Sainte-Catherine. Puis, ce feeling-là d'être jeune, d'avoir tout l'avenir devant toi, de la curiosité, de sentir... T'as comme la conviction dans toi que tu sais que tu vas réussir. Comme j'ai dit tantôt, tu sais juste pas ça va être quoi le chemin. Je veux dire, ça a l'air simple, ça a l'air tracé dans ta tête, mais la beauté de la vie, c'est que c'est pas toujours justement exactement ça. Et je vous parle, c'est là où j'ai encore vraiment des images. J'ai un bat dans la gueule, tout le monde parle, regarder les lumières des buildings, puis c'est juste l'euphorie. J'étais comme, dans ma tête, j'étais supposé de vivre ce que je voulais vivre, ce que tu es supposé de vivre à 20 ans, mais dans un monde de rêve, je veux dire, on était pauvres, mais on gagnait assez d'argent pour payer nos loyers, puis on n'avait pas besoin de prendre une job secondaire. Fait qu'on était des humoristes à temps plein. T'sais, le jour, on allait à l'arcade, on fumait des battes, on cruisait des filles. Je dis, c'était... That was it, t'sais. Bon, on connaît le problème qui est venu après, mais j'ai même pas envie de parler de ça, là, mais c'était... Et je le répète, cette innocence-là. La fraternité était le fun, puis... je me souviens, j'avais moi qui habitais dans le centre-ville, j'habitais à 3 rues du Comedy Works, puis mon chum Stuart Silver. Et c'est là parce qu'on était 4 qui étaient vraiment toujours ensemble. Il y avait Simon, Alistair, Stuart et moi. Et pour ceux qui ont écouté le fameux numéro des moches, c'est ce que j'appelle mes 4 chevaliers des moches. Il y a juste Stuart qui nous a quittés, qui est décédé. Et on allait toujours chez Stuart, qui habitait pas loin de chez nous, dans un fucking 2,5. On fumait des battes, puis on écrivait des gags jusqu'à 4-5 heures du matin. C'était... Man, sérieusement, là, j'aime pas ça, vivre dans le passé, même si la nostalgie, c'est le fun, mais des fois, je retournerais... Machine à voyager dans le temps, puis reculer en arrière, je prendrais même une petite soirée là-bas, là. Man, on joue au hockey sur table, on joue au dehors. Chris, j'entends encore rire, j'entends encore le cœur qui débat quand on trouve une fille cute, puis on manquait de confiance pour l'aborder. On était content quand ce soir-là, on était sur le show, parce que ça nous ouvrait la porte à dire bonjour à la même fille cute, après. T'sais. Puis, ouais, ça, je le ferais. Et à un moment donné, puis à travers ça, moi, j'avais signé avec Juste pour rire, qui était comme, en guillemets, mes gérants, puis j'avais fait l'École nationale de l'humour. Puis c'était quand même particulier, parce que j'ai pas eu de fun à l'école
En fait, c'est particulier parce que l'école a failli s'éteindre l'année où j'étais supposé d'y aller parce qu'il n'y avait pas de subvention. Moi, je suis dans la dernière année de ceux qui ont été payés pour aller à l'école. Qui ont été payés pour aller à l'école. On avait 820$ par mois parce que c'est un programme d'emploi et immigration au Canada. Et là, l'école avait poursuivi ses subventions. Ça doit commencer en septembre, puis ça a fini comme commençant en janvier. T'sais. Et moi, ce qui me faisait capoter, c'était que les conseils que j'avais des profs de l'école, c'était les mêmes conseils que j'avais entendus, des mêmes noms que j'ai dit tantôt autour d'une bière. T'sais. Et non seulement ça me semblait comme du réchauffé, puis j'enlève aucun crédit aux profs de l'école à l'époque, mais c'était comme. Je trouvais ça ironique du monde payé quand moi j'avais eu ça gratuitement. Puis quand je vous dis que c'était primitif, l'école, je me souviens, Mario Jean était dans mon année, Doris Simon et Daniel Leblanc, qui a été comme un semi-connu parce qu'il faisait une bonne imitation de Dominique Michel, puis qui est devenu metteur en scène après ça. Mais je me souviens, à un moment donné, l'école manquait de budget et il fallait choisir entre des cours d'écriture ou des cours de voix et relaxation. Les cours de voix et relaxation étaient enseignés par une femme qui s'appelle Hélène Parent, qui a été prof à l'école hyper longtemps. Et le cours d'écriture est enseigné par Stéphane Bourguignon et Dominique Lévesque, tristement décédé, du groupe Sanguin, puis de l'évêque Turcotte. T'sais. Et là, il fallut qu'on passe au vote. Moi, c'est inconcevable. De quoi tu parles? Je veux dire, la base de l'humour, c'est l'écriture. Je peux même pas croire qu'on est en train d'avoir un vote, câlisse. On est-tu vraiment en train de décider qu'est-ce qui est plus important, t'sais? Apprendre à bien respirer, ou être juste drôle, câlisse, t'sais? Je veux dire, qui va payer, tu vas respirer sur scène s'il n'y a pas de petite punch, t'sais? Mais tabarnak, on a perdu le vote, 11-2. Et les deux personnes qui voulaient garder les cours d'écriture, c'était moi et Mario Jean. Devinez qui est encore dans le showbiz aujourd'hui. Mario Jean puis moi. Les 11 autres, ils respirent bien en tabarnak, mais ils ont comme un peu disparu, tu sais. Puis je me souviens encore, heureusement, j'avais ça parce que, tu sais, comme j'ai dit, on vivait maigrement, tu sais, puis Mario puis moi, on est devenus bien chum bien vite. Et les vendredis, c'était là, le vendredi, tu présentais ton nouveau numéro, ton nouveau 5 minutes, puis après ça, on allait toujours prendre on profitait de 5 à 7 pour la bière, des pichets de bière ça était sur la rue du Lutte, en face. C'était encore là, c'était à juste planifier l'avenir et notre invasion du monde. Puis là, moi, j'étais sur les deux fronts, anglais, français, man. Chris, je peux pas plus padder que ça, là, tu sais. Et puis là, tu vois, j'avais fait mon premier gala juste pour rire, évidemment, parce que je l'avais gagné. Je l'avais eu grâce à ma victoire aux auditions. Mon Dieu, excusez. Et cette année-là, j'ai un deuxième gala et éventuellement un troisième. Et malgré tout, mais je me souviens d'un moment quand j'ai gagné les auditions, puis je savais que je venais à Montréal. Puis en fait, j'ai fait mon premier gala. Et entre-temps, il y avait un humoriste qui s'appelait Larry Amoros, que j'avais croisé à Winnipeg, qui me disait « Hey, moi, je pars faire le Festival d'Édimbourg au mois d'août. » Parce que je voulais quand même explorer un peu les avenues. Tu sais, j'étais comme un peu déchiré entre... Est-ce que c'est un signe de vie que, bon, je fais un gala puis je m'en vais du côté francophone, ou, tu sais, depuis le temps que je parle de New York, Los Angeles, des États-Unis, et arrive l'opportunité que Larry me fait de genre, viens garder mon appartement pendant 1 an. Et c'est drôle parce que Larry était gay, il l'est encore probablement, mais super sympathique, tu sais, puis quand je suis arrivé avant qu'il parte parce que, tu sais, qu'il me montre la ville, puis il me présentait à tous les propriétaires puis les bookers des comedy clubs, Catch a Rising Star, Stand Up New York, Comedy Cellar. Et ça, d'ailleurs, faut que je revienne là-dessus aussi, Comedy Cellar, mais... et c'est drôle parce que quand il est parti, puis là, j'habitais chez eux, puis je me promenais, tout le monde pensait que j'étais son jeune boy toy. Puis j'habitais chez Larry. Fait que tout le monde, pendant 1 mois, tout le monde de New York présumait que Maxime Martin était gay. Mais, puis, tu sais, c'est drôle parce que je me demande... Puis j'hésitais entre rester ou partir, puis je me suis demandé, parce qu'entre-temps, je suis devenu chum avec Anthony Cavana. Juste une parenthèse, il avait décidé de faire une espèce de spécial humour au Téléthon Opération Enfant Soleil. Il y avait Cavana, Mascotte, puis moi, on était souvent... Puis on avait pris l'avion ensemble. Grégory Charles, qui n'était pas connu, mais qui était dans la chambre en ville, était dans l'avion avec nous autres. Il y avait Chris le poète, Steve Rapper. Oui, Chris, comment il s'appelait? Lucien Francoeur. Puis je me souviens, Lucien était derrière moi, il parlait avec un autre gars qui était hyper connu, dont j'ai oublié le nom, puis il était déjà dans la cinquantaine, puis il disait « Man, t'en souviens-tu quand on avait 20 ans, comme les petits genoux en avant, puis tu sais, puis
Puis je les écoutais parler, puis c'était super beau de les entendre parler de toute leur expérience de vie, puis je trouvais ça triste en même temps, parce que, tu sais, je veux dire, pour moi, quand t'as 20 ans, 50, tu sais, c'est vieux en Christ, tu sais. Ce qui est quand même ironique, parce que, regarde où ce que je suis aujourd'hui, puis tu sais, surtout à l'époque, tu sais, je me disais, c'était comme... tu penses que t'as la vie devant toi, mais le vieux fucking cliché qui changera jamais, man, ça passe en un clin d'œil, tu sais. Et donc, moi et Anthony, on était devenus chums. Et parenthèse, j'ai rencontré Martine Sinclair cette fin de semaine-là, puis jusqu'à ce jour aussi, j'ai toujours un crush sur cette femme-là. Mais c'est un souvenir que j'ai. Et donc, pendant que j'étais à New York, Anthony, j'appelle Anthony pour lui demander conseil, puis il me dit, pourquoi tu reviens pas au Québec, fais un bout en français, parce qu'il y a moins de compétition, tu viens de faire un premier gala, il va sortir à la télé dans pas long, puis... tu sais, le fait que tu sois connu fait que tu vas pouvoir jouer plus souvent, puis après ça, tu retourneras faire de l'anglais. T'sais. Fait que ça a joué dans ma décision, puis pas juste ça, à un moment donné, j'avais été appelé à faire une audition à Catch a Rising Star. Et il y avait des auditions pour un nouveau show à MTV. La version américaine, évidemment, de Musique Plus, qui a commencé à ma Musique Plus, mais bon. Et j'ai été correct. Et c'est là que je me suis rendu compte que, tu sais, je pense pas que mentalement, j'étais prêt pour la jungle. Puis c'est drôle parce que tantôt, c'était un lapsus, j'ai parlé de Jay Moore. Jay Moore, le comédien blond qu'on a vu dans Saturday Night Live, qui a joué dans... c'est quoi le fameux film avec Tom Cruise, Show Me the Money? Jerry Maguire, merci, Max. Et je rencontre Jay après un show, puis ça clique, puis il me dit « Hey, qu'est-ce qu'on va se prendre une bière? » Non, j'avais même pas l'âge pour boire. Ça prenait 21 ans aux États-Unis, puis j'avais 19 ans. Puis on se ramassait dans un café, puis il y avait des filles où... Puis il s'est mis à jaser. Je dis, connais-tu? Non. J'ai vu qu'on avait le même âge, moi, puis Jay. Et j'ai vu un gars confiant de l'avenir. Il faisait déjà les premières parties de gens super connus. Il avait pas peur d'approcher les filles, comme ça, juste, hey, how you doing? T'sais. Puis quand j'ai vu sa personnalité, j'ai fait, on joue pas dans le même calibre. J'ai pas cette assurance-là. T'sais. Fait que ça a été un indice qui a fait, all right, je pense que je vais venir à Montréal. Et donc, comme j'ai dit, et quand je reviens, puis juste parenthèse, avant d'aller à l'école, j'oublierai jamais ça. Moi, il y a toujours un moment précis où ta vie change. Et c'est arrivé à ce moment-là. C'était mon premier gala Juste pour rire qui était diffusé en novembre, je me souviens bien. Et moi, même, c'était ma première apparition au télé, puis juste passer à la TV, ça m'a... Me regarder à la TV. Je savais juste que je voulais pas me voir. J'avais des chums à Québec aussi, dans la ville de Québec, puis je me souviens que cette fin de semaine-là, mes chums me disaient, pourquoi tu viens pas... Descends à Québec, viens pas même avec nous autres. Puis les autres me disaient, on va écouter ton premier gala. Je fais, non, changez-moi les idées, là. Moi, je veux pas me voir à la TV, j'étais juste trop nerveux. Et on est le samedi, les galas Juste pour rire étaient diffusés à 8h le samedi soir. Et finalement, on organise une game de hockey Cossum. Et je me souviens, on va au dépanneur avant la game pour s'acheter Gatorade, whatever, des trucs à boire. Blablabla, on paye, on s'en va jouer, puis on a joué au hockey pendant 2 heures. Le gala avait passé à la TV, c'était terminé, puis tout. Puis après le hockey, après la game de hockey, on est retourné dans la même dépanneur, chercher d'autres choses à boire, puis je me souviens, tu sais, quand je suis rentré, le gars m'avait pas porté attention avant la game, et là, dès que je suis rentré, il a fait « Hey, t'es Maxime Martin! Chris, je viens de te voir à TV en soir! » Et c'était de même, c'était automatique. Surtout qu'à l'époque, la puissance des galas Juste pour rire. Écoute, il y avait des codes d'écoute de 2, 2.2, 2.5 millions. Là. Je veux dire, c'était quasiment la moitié de la province qui regardait les galas Juste pour rire. C'était fou, là, tu sais. Fait que là, instantanément, ma vie venait de changer.